BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le Club de la Bourse. 3 invités avec nous jusqu'à 18h pour faire le bilan de cette semaine. Florence Barjou à nos côtés, responsable de la gestion multi-asset de Lyxor Asset Management. Bonsoir Florence. Bonsoir Grégoire. David Calfon, président de Sanso Investment Solutions, est avec nous également ce soir. David, bonsoir et bienvenue. Et Alexandre Baradès, qu'on retrouve le vendredi en plateau avec nous désormais. Alexandre, bonsoir. Bonsoir. Chef analyste chez IG. Bon, Donald Trump sur tous les fronts, gonflé à bloc. Donc on sort un chiffre de 100 milliards comme ça, nouvelle base taxable peut-être pour les exportations chinoises vers les États-Unis. Est-ce que ça vient en plus du package de 50 milliards, de taxes sur les 50 milliards qui avait été annoncé ? On n'en sait rien, mais à la limite, on s'en fiche. Trump contre Amazon, il regarde sérieusement le dossier. Trump contre les Russes, il lance une nouvelle série de sanctions contre des oligarques russes. Oleg Deripaska, par exemple, un des rois de l'aluminium en Russie avec sa société Rusal et d'autres. Trump contre l'OMC. L'OMC est foncièrement injuste envers les États-Unis et évidemment trop coulant vis-à-vis de la Chine. Bon, voilà, quelques exemples des dernières sorties d'un Donald Trump. Vous nous disiez tout à l'heure, Alexandre, le marché ne réagit qu'à ça aujourd'hui. Oui, complètement. Le meilleur exemple et le plus récent, c'est cette nuit, entre donc minuit et 1h du matin, ce communiqué de Trump, les fameux 100 milliards, donc le chiffre très psychologique évidemment, et vous avez le Dow Jones, le futur Dow qui perd 500 points quasiment en un quart d'heure, 20 minutes. Donc c'est vrai que la période est peu liquide, donc ça catalyse les mouvements de baisse rapides, mais c'est vrai que depuis le début de la semaine, et même depuis quasiment maintenant 3-4 semaines, le marché ne réagit qu'à ça. Le rapport sur l'emploi, il y a des choses intéressantes et des choses plus négatives, mais il n'a créé quasiment aucun mouvement sur le marché, et il a fallu attendre par exemple l'intervention de Kudlow, donc un des conseillers de Trump, pour que le marché reboule à nouveau. Donc c'est 100% focalisé là-dessus. Et vous disiez tout à l'heure qu'effectivement les montants, on se demande ce qui sera réel, ce qui ne sera pas. Effectivement, pour l'instant, ce sont que des menaces formulées. Mais le dernier chiffre de Trump, je pense, n'est pas un chiffre sorti au hasard. C'est-à-dire que, vous en faisiez référence, si on additionne tous les montants, on arrive à plus de 150 milliards. Si on regarde en partant du principe qu'on est sur des packages indépendants à chaque fois. Donc 3 milliards sur l'aluminium au début, 3 milliards de base taxable, 50 milliards ensuite d'exportation chinoise visée par une salve. On a vu la liste des produits. Et puis là, un nouveau package visiblement qui porterait sur 100 milliards d'exportations. Kudlow dit c'est simple, c'est un chiffre qu'on est en train de considérer. Voilà, oui, c'est pas... mais qu'on considère, sachant pertinemment qu'on connaît les chiffres du commerce extérieur et on sait très bien que la Chine a importé 135 milliards de dollars de biens US. Donc en faisant ça, c'est aussi une manière de provoquer la Chine et de voir si elle répondra de la même manière que les 2 fois précédentes. Est-ce qu'il y aura rétorsion, représailles? C'est un gros test. Et le ministre du Commerce chinois n'a pas dit on va répliquer immédiatement, a dit les conditions actuelles ne sont pas favorables à des négociations. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Trump sait qu'au-delà de ces montants-là, on est sur des niveaux qui ne sont plus contrables par la Chine sur l'aspect commercial. Et donc, ce que les États-Unis veulent peut-être voir, c'est si la Chine est prête à aller sur d'autres terrains, comme le marché d'échange ou comme les bons du voir ce qu'ils ont vraiment dans le ventre, quoi, comme on dit un peu trivialement. Bon, on arrive à un moment intéressant là, du coup. Alors même si on reste dans la communication, le verbal, les annonces, les effets de manche, les chiffres et l'arithmétique que vient de nous faire Alexandre fait qu'on arrive à un moment intéressant avec la Chine, Florence. On arrive à un moment intéressant, mais moi j'ai envie de dire que de facto, la Chine en a beaucoup plus dans le ventre que les États-Unis, parce que c'est vrai qu'on est quand même, pour l'instant, c'est la guerre commerciale, mais c'est surtout la guerre des mots, parce qu'il faut quand même rappeler que effectivement là les premiers 50 milliards, ensuite là les 100 milliards, effectivement on ne sait pas vraiment si c'est en plus ou si c'est inclus. C'est une nouvelle enveloppe, on ne sait pas. Quoi qu'il en soit, les entreprises américaines ont jusqu'à 30 jours pour réagir et faire des remarques, et ensuite on a encore une période à minima de 180 jours, donc quasiment 6 mois, jusqu'au midterm en fait, où il y a des... bien fait, quand même. Non, c'est bien fait. On peut lui reprocher beaucoup de choses, mais quand même, mais pour l'instant, concrètement, il ne se passe absolument rien. Donc c'est vraiment de la rhétorique. Donc évidemment, le risque, c'est que ça s'envenime. Mais ce qu'on voit aussi quand même, c'est que les annonces des États-Unis sont quand même un peu brouillonnes. En tout cas, moi, c'est l'impression que ça me donne. C'est-à-dire que la liste des biens est un peu diffuse. On voit bien que c'est très compliqué, puisque, évidemment, quand on taxe les exportations qui vont de la Chine aux États-Unis, on impacte toute la chaîne de production intermédiaire. On voit bien aussi que ça fait souffrir les consommateurs américains. Et il se trouve que les États-Unis, c'est une démocratie. Et d'ailleurs, là, les producteurs de soja commencent déjà, évidemment, leur lobbying. Alors qu'en Chine, c'est beaucoup plus propre, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que c'est les principales importations
de la Chine, qui viennent des États-Unis, c'est le soja, les voitures, les avions. Bon, voilà, c'est clair. C'est ça qui taxe, c'est clair, c'est net. Et surtout, la Chine, je rappelle quand même que c'est une économie administrée et c'est quand même pas tout à fait une démocratie. Et donc, ils ont les reins beaucoup plus solides que les Américains. Ils peuvent souffrir, quoi. Ils peuvent souffrir. Leur population a évidemment beaucoup moins de potentiel pour exprimer son mécontentement. Et ils ont, Alexandre le disait bien, ils ont d'autres armes aussi. C'est-à-dire que non seulement ils peuvent durer plus longtemps sur leur guerre commerciale, mais il y a la détention de la dette américaine, évidemment les treasuries, et les menaces de dévaluation du yuan. Donc dans cette guerre de rhétorique, effectivement, ça peut continuer à s'enflammer, mais de facto, je pense que la Chine est quand même beaucoup plus solide que les États-Unis. Sachant qu'il y a aussi un petit dossier géopolitique, on en parle moins, mais la Corée du Nord, on est censé préparer une rencontre historique dans quelques semaines, quelques mois. Dans quelques semaines, sachant effectivement qu'il y a eu des discussions en amont entre la Corée du Nord et la Chine. Forcément interférer dans ce genre de discussion. Alors sur ce sujet, vos commentaires, David, puis j'aimerais aussi, pour avancer un peu sur le commerce mondial, on n'entend plus du tout parler de l'Union européenne, on n'entend plus du tout la voix européenne à ce sujet. Alors il y a quand même un Benoît Cœuré qui s'exprime aujourd'hui, un speech en Italie, où il tire quand même le signal d'alarme en disant déjà que les tensions commerciales pèsent sur l'économie, on peut le voir à travers des enquêtes, mais qu'on n'est pas dans un contexte qui joue en faveur de la croissance et de l'emploi, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis Pékin, de son côté, l'ambassadeur chinois auprès de l'Union européenne, déclaration intéressante, qui cherche du renfort très clairement côté européen. On est vraiment dans une guerre de communication et cet ambassadeur chinois auprès de l'UE, il dit la Chine et l'Union européenne ont pour responsabilité de faire respecter ensemble l'ordre commercial multilatéral mondial. Nous devons agir ensemble contre le protectionnisme américain. Vos commentaires, David? Donc ça veut dire qu'il n'a pas fallu attendre très longtemps pour voir se former finalement, sous l'égide de la Chine, les prémices d'un petit changement assez significatif au niveau du commerce mondial. Et là, on est en train de voir, à mon avis, l'aboutissement de la recherche de respectabilité de la Chine. C'est une recherche qui a commencé il y a maintenant de nombreuses années. Il a d'abord fallu intégrer l'organisation du commerce mondial. Il a fallu devenir réserve de référence donc pour le FMI maintenant effectivement la Chine se positionne comme le bon élève. Donc le bon élève à plusieurs titres, déjà parce que il n'y a pas de surenchère, mais c'est vraiment juste œil pour œil, dent pour dent. Donc on n'en fait pas trop. On ne veut pas envenimer la situation, surtout on ne veut pas montrer que l'on envenime la situation, mais pour autant si on nous attaque, on répond. Voilà. Et ce deuxième cap de dire finalement de la Chine, nous sommes avec les Européens, c'est juste magique. C'est parfait, parce que exactement, on y arrive effectivement. La Chine, qui est le bon élève aujourd'hui, mais qui est encore traité comme un pays émergent par un grand nombre d'organisations mondiales, à commencer par l'OMC. Trump le dit aujourd'hui. Alors, il dit que l'OMC n'est pas juste vis-à-vis des États-Unis, mais c'est parce que en face de ça, l'OMC considère encore la Chine comme un pays émergent et donc avec toutes les exemptions et les droits que ça peut lui donner, notamment sur le terrain commercial. Tout à fait, mais économiquement, on voit bien, quoi. On parlait des importations américaines en Chine, des exportations des États-Unis vers la Chine. On parlait de l'aviation, c'est quand même assez évident. Si la Chine n'achète plus de Boeing, qu'est-ce qu'ils vont acheter comme avion? Je sais pas. Des Airbus, normalement. Vraiment, voilà. Donc, non, mais je suis d'accord. J'ai vu le titre Boeing baisser, j'ai pas vu le titre Airbus monter. Non, mais c'est pour ça que c'est une vraie question. Est-ce que nous, on est en mesure de profiter d'une éventuelle dégradation des relations commerciales réelles entre Washington et Pékin? Encore une fois, pour qu'il y ait dégradation commerciale, il faudrait que tout ça soit vraiment mis en œuvre. Voilà. Pour le moment, même Kudlow a dit, les taxes évoquées ne sont pour l'heure que des propositions. Donc là, on est vraiment encore dans l'espèce de comédie qui se joue avant le combat de catch, où avant d'entrer sur le ring, on montre des muscles et on dit attention, moi je peux taper très fort. Voilà. Alexandre et puis Florence Barjou. C'est vrai qu'on n'a pas eu de réaction sur le titre Airbus par exemple, mais sur la partie européenne globalement, les marchés européens se sont pas trop mal maintenus durant cette phase-là. On a quand même été plus résistants que la partie US durant ces 5-6 derniers jours. On est perçu un peu comme un refuge. Alors ça peut être très léger parce que le delta de performance est quand même assez peu significatif, mais il est quand même là. Peut-être un petit effet devise, l'euro qui a touché un plus bas depuis fin février. Alors c'est un petit plus bas, c'est un 22, on flirte à quelques dizaines de pips, mais c'est quand même un petit plus bas, donc l'euro ne réaccélère pas pour l'instant.
Un élément qui est intéressant, ce qui vient d'être dit, c'est la question également du rapport Europe-États-Unis et Chine-États-Unis. On voit effectivement que la Chine fait des appels du pied à l'Europe. De son côté, l'Allemagne, récemment, en tout cas, les propos de Merkel semblaient se ranger entre guillemets, un petit peu comme derrière les États-Unis sur la Chine. Merkel a rappelé, il faut effectivement lutter contre les pratiques injustes, unfair, donc voilà. On sent quand même que Merkel ne veut pas se mettre Trump à dos non plus. Donc on sent bien l'intérêt de la Chine de rapprocher de l'Europe dans une phase sensible comme celle-ci. De l'autre côté, on voit bien l'Europe qui ne veut pas se dissocier non plus du partenaire américain, parce qu'évidemment, l'automobile allemande est un sujet très sensible. Entre deux chaises, on va dire ça comme ça. Il faut qu'on choisisse. Enfin, l'Europe, il faut qu'elle soit du côté de Trump parce qu'il a raison sur le vol de propriété intellectuelle de la Chine depuis des années, qui aspire en tout cas un certain nombre de technologies développées dans les pays occidentaux, ou est-ce que l'Union européenne doit se mettre du côté de la Chine parce que finalement peut-être que c'est là qu'elle préservera le mieux ses intérêts également? Moi je pense qu'il y a une position beaucoup... C'est toujours très agréable d'être celui qui peut arbitrer un peu entre faiseur de roi. On est vraiment faiseur de roi aujourd'hui dans ce... Non, d'accord. Non, on n'est pas encore là. Mais c'est vrai que du coup on redevient un interlocuteur intéressant et je pense pas qu'il faille choisir. C'est-à-dire que c'est pas soit les États-Unis, soit la Chine, mais j'imagine qu'il y a quand même moyen de tirer un peu son épingle du jeu, de se réaffirmer comme une puissance internationale forte, globale, européenne, et effectivement, c'est vrai que la Chine a quand même parfois des pratiques commerciales, même nous, on essaye de s'en protéger aussi. Donc c'est peut-être l'occasion de renégocier aussi de remettre certaines choses à plat. Tout à fait. On peut tirer notre épingle du jeu là de cette situation, encore une fois. Enfin, c'est l'exemple de David. J'y ai pensé toute la semaine. Est-ce que Airbus va monter en bourse? Enfin, je veux dire, si c'était vraiment cette logique-là, j'ai pas vu le titre. Enfin, mais parce que parcours exceptionnel, donc il y a pas de souci. Mais effectivement, sur la guerre commerciale, c'est un peu tôt. Après, c'est vrai qu'il y a un questionnement. Alors là, on change complètement de sujet, mais par rapport à tout ce qui est nouvelles technologies. Bien sûr. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui a aussi agité les marchés récemment. Et une partie de la surperformance des marchés actions américains au cours des 3 dernières années, elle est quand même liée au GAFA et à toute cette nouvelle économie-là. Et si on commence à se poser des questions sur la résilience de ce modèle-là, qui affronte quand même quelques problèmes, ça voudrait potentiellement pouvoir dire que l'Europe pourrait revenir un peu. Alors c'est vrai que le thème Europe vs US, c'est un thème qu'on a porté plusieurs fois au cours des dernières années, qui n'a pas marché. Merci. non mais merci de le dire aussi clairement. Non mais parce qu'on peut en débattre pendant des heures, mais on peut regarder ça dans tous les sens. Au final, ça marche moyennement. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et c'est vrai que là, moi, je commence à réfléchir à une espèce peut-être de réflexion structurelle sur ce secteur des nouvelles technologies. Moi, je me pose beaucoup de questions à ce sujet. Intéressant. Même son de cloche hier aussi d'une gérante de chez Dorval, mais pourtant ils sont fans de techno. Je peux élaborer. Il nous reste 45 minutes, on va en parler. On va parler des fondamentaux. Alors la tech évidemment, et puis un petit mot du rapport sur l'emploi, on l'a évoqué rapidement, mais que nous dit quand même le rapport américain sur l'emploi, sur les fondamentaux de l'économie américaine. Une pause, on se retrouve dans un instant. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le club de la bourse. Nos invités en plateau jusqu'à 18h, David Calfon, président de Sanso Investment Solutions, Alexandre Baradez, responsable de l'analyse de marché chez IG à Paris, Florence Barjot, responsable de la gestion multi-asset de Lyxor Asset Management. On en parlait entre nous pendant la pub, on parle de la tech. Faisons profiter de notre discussion, faisons-en profiter à tout le monde, Florence. Vous nous disiez, mais c'est le discours là qui est en train assez récent, de remise en cause, en tout cas d'interrogation structurelle sur alors le parcours jusqu'à présent impeccable du point de vue des profits, du point de vue de la performance boursière de ces stars de la tech américaine. Là, vous vous posez des questions très sérieuses, visiblement. On se pose des questions sérieuses et surtout qui sont un peu structurelles. Et c'est vrai qu'évidemment, c'est alimenté par le news flow qu'on a eu récemment et sur Facebook et sur Amazon. Mais même quand on prend un peu de recul, en fait, l'impression que ça donne, c'est qu'il y a 2 éléments sur lesquels il faut s'interroger. Le premier, il me semble, c'est la manière dont le consommateur interagit avec ces entreprises du secteur technologique. Et le deuxième élément, c'est la manière dont le régulateur ou les États voient ces entreprises. Sur le côté consommateur, il y a quand même toute une série d'éléments, je pense, qui écornent un peu les relations avec
les GAFA. Il y a évidemment le scandale sur la propriété des données privées, donc là je pense à Facebook. Il y a aussi, mais ça c'est un peu plus vieux, de la confiance industrielle quasiment, avec tout ce qui est obsolescence programmée. Et donc là on a quand même, il y a des imprimantes, il y a Apple, on en a parlé. Téléphone d'Apple, hein, voilà. Bridé volontairement ou pas. Donc, il y a ça, il y a aussi peut-être des problèmes parfois pas d'éthique, mais je veux dire chez Uber, la manière dont ils traitent leurs salariés ou les incidents de sécurité qu'il y a avec les clients. Enfin, je veux dire, il y a tout. C'est moins cool. On va dire c'est moins cool. Il y a moins de confiance. Il y a moins de confiance. C'est l'aspect cool, c'est sympa et c'est friendly. Hors émission, justement, j'utilisais le terme naïveté parce que c'est vrai que ces entreprises, elles sont somme toute en fait assez récentes et c'est vrai que les consommateurs se sont pas rués vers ces segments-là. Et là, on découvre que bah oui, derrière, il y a quand même des entreprises dont l'objectif est de faire des profits. C'est pas juste d'amuser le consommateur. L'objectif, c'est quand même de faire des profits. Donc, il y a un peu un retour à la vie réelle. Donc ça, c'est le côté consommateur. Et après, il y a quand même le côté État aussi. Et j'utilisais l'exemple du secteur bancaire qui a structurellement sous-performé les marchés financiers depuis la crise financière. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un retour en force justifié de la régulation. Et là, sur les GAFA, quand on regarde Amazon, de quoi nous parle Trump ? D'une loi antitrust. Donc, on regarde sérieusement, les monopoles, on regarde sérieusement la taxation, que ce soit en Europe ou même aux États-Unis. Et on comprend bien que les États-Unis regardent, puisqu'ils ont un déficit, je le rappelle, qui est en train de se creuser. Donc il y a aussi du côté de la régulation et de l'imposition de ces entreprises, peut-être quelque chose qui change. David Calfon, le vent a tourné sur ces grandes valeurs tech, sur ces stars de la tech. Et je crois qu'on peut ramener ça à une démarche un petit peu plus globale. Vous savez que chez Samsung, on attache beaucoup d'importance à l'investissement socialement responsable. Et dans ces critères, donc qui sont des critères extra-financiers, on s'attache bien entendu à la pérennité de ces business models. Or, on sait bien que lorsqu'on arrive dans des situations de monopole, de quasi-monopole, je dirais, la tentation est trop forte. Quand on a autant de données, bien sûr, ce sont des sociétés qui sont là pour faire de l'argent avant tout. Voilà. Et donc, je pense que, effectivement, de même qu'on sent qu'il y a de plus en plus d'investisseurs qui s'attachent au côté socialement responsable de leurs investissements, ça va être un prisme supplémentaire qui va venir dégrader et ternir un petit peu l'image de ces titres. Très intéressant que vous ameniez la thématique de l'ISR à ce sujet. Parce que, comment vont réagir les gérants ISR ? Comment est-ce qu'on peut se passer, ou comment est-ce qu'on pouvait se passer en tout cas, de Facebook, Amazon, Apple, Google sur les dernières années ? En 2017, vous n'en aviez pas, vous étiez 50%, 50 points en retard sur votre marché. Tout à fait. Mais alors, non, mais c'est là où ça devient intéressant, l'ISR, quand. Ah oui, mais alors, ce qui n'était pas ça. On est prêt à perdre 50% de performance là parce qu'on juge, ou on aurait jugé que ces groupes étaient peut-être mal gouvernés, ou en tout cas qu'il y avait un certain nombre de dérives potentielles que le marché ne voyait pas à l'époque. Compliqué, alors, hein. Déjà, il y a deux aspects à cette question. La première, c'est il n'est pas très sain de voir un marché qui est tiré exclusivement par un tout petit groupe de valeurs. Donc ça, c'était déjà un indicateur. Alors, le problème, c'est qu'on les marchés adorent finalement. Ah, c'est plus facile, effectivement. On sait quoi acheter. On ne pose pas de questions, on achète les quatre qui marchent bien et normalement tout va bien. Alors, mais déjà sur la dégradation de la notation extra-financière de ces titres-là, c'est plus quelque chose, à mon avis, qui va se concrétiser maintenant que les scandales sont sortis, maintenant que les pratiques commencent à émerger. Donc je dirais le problème, il n'est pas tant sur le passé, mais il est surtout sur la réaction des différentes agences de notation dans les mois qui viennent. Je rappelle la banque Nordea, peut-être d'autres, mais Nordea, la première, dès l'arrivée du scandale, les premiers épisodes du scandale Cambridge Analytica sur Facebook, qui a donné ordre à tous ces gens, ils sont ISR, en disant, vous avez du Facebook en portefeuille, ok, vous pouvez les garder, vendez-les si vous voulez, mais en tout cas, vous n'achetez plus un titre Facebook jusqu'à nouvel ordre. Donc, c'est déjà en train, c'est ce que vous nous dites, David, c'est déjà en train d'être intégré dans les gestions ISR socialement responsables. Alexandre. Oui, alors il y a aussi des choses intéressantes de voir ce qui a précédé aussi cette phase de stress qu'on a sur la partie tech. Ce qui a un peu ressemblé aussi à ce qui a précédé la phase de stress, enfin sur le Bitcoin avant la phase de stress, à savoir le marketing financier qui est arrivé autour de ces grosses tech. On a vu des émissions d'ETF particulières, des émissions de futurs, mais également sur ces valeurs-là, un peu sur le Bitcoin.
Et c'est derrière que quand une espèce de marketing, même financier, qui devient extrêmement monosens sur quelques grosses valeurs, on a eu derrière, je dis pas que c'était prévisible, mais il y a eu à chaque fois une espèce d'engouement un peu ultime, et puis derrière il y a une grosse vague. Ce qui est très différent aussi des stress précédents, c'est qu'auparavant, même en 2017, on a eu des phases de stress ponctuelles sur quelques valeurs, mais comme le reste équilibrait plutôt bien, on peut avoir des -3, ce qui j'arrive plusieurs fois -3, -4 sur des grosses techs. En face, vous aviez Apple, vous aviez les autres qui continuent à grimper, donc ça n'a pas déstructuré la tendance de marché. Là, il y a eu une grosse concentration, scandale Facebook, Trump contre Amazon, et puis des valeurs qui souffrent aussi de ce qui s'est passé sur les accidents Uber qui a percuté une voiture, son conducteur, etc. Donc des valeurs comme Nvidia, par exemple, qui étaient des valeurs stars de la cote avec une progression assez hallucinante, même on peut employer ce mot-là, sur les derniers mois. Et on remarque, et ça me paraît un élément à regarder de très très près pour juger de ce que peut faire le Nasdaq ensuite. Vous avez toutes les grosses techs, c'est très précis, toutes les grosses techs qui se sont arrêtées sur la phase de correction sur des niveaux très particulier. On ne s'est pas arrêté au milieu de rien, soit sur une moyenne de prix 100 jours, soit sur un retracement technique d'un rallye qui a duré plusieurs mois. On s'est arrêté pile sur des niveaux, pas 2-3% dessus. C'était propre, comme on dit. Très propre, Alphabet sur les $1000. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ces supports, tout le monde les a en visuel. Et le Nasdaq, on a vu, il s'est arrêté avant le dernier rebond. Si on commence à enfoncer sur Alphabet les $1000, si on commence sur Amazon à casser le Fibonacci inférieur, très probablement ce sera le signal d'une nouvelle vague de baisse. Et comme on sait que les autres indices, comme le S&P, sont très sensible à cette composante tech également. On sait que le S&P dans une configuration technique très particulière. Grosse vague de correction en février, un rebond qui dépasse pas le sommet précédent, donc ça peut être A à B, et probablement ou peut-être une C qui est en train de se dessiner. Une cassure des gros niveaux sur les techs veut dire probablement une vague C, c'est une vague très plongeante, très accélérante, et avec un pic de volatilité qui peut ressortir. Et le marché en ce moment essaie d'évaluer ça. Est-ce qu'on est dans un bull trap qui va retomber très vite, ou est-ce qu'on est réellement sur un gros bottom qui nous renverra vers les sommets? Et pour l'instant, moi je suis craintif du premier scénario, à savoir vague ABC ou AB égale CD, mais en tout cas quelque chose de plus plongeant. Et donc je dis pas que c'est un bull trap à coup sûr, mais ça peut avoir des caractéristiques. C'est une question. Bon, une fois qu'on a évoqué tous ces aspects, la tech c'est pas fini quand même. On peut pas imaginer que la tech s'arrête aujourd'hui alors qu'on est en pleine vague d'innovation. Il y a de nouvelles valeurs qui vont forcément apparaître. Je sais pas, Spotify, Dropbox, des nouveaux dossiers qui arrivent et qui sont bien accueillis par le marché. C'est intéressant de voir ça quand même. Il y a ce point-là, je pense, qui est important. Et il y a aussi le fait que pour les politiques américains et l'économie américaine au global, c'est un asset. La nouvelle technologie. Et donc, évidemment, même Donald Trump préfère avoir un Amazon qu'un Alibaba, enfin, j'imagine, ou un Facebook plutôt qu'un réseau social chinois. Un Tencent, un WeChat. Voilà, donc je pense qu'il y a une espèce de réorganisation qui est en train de se faire, mais personne aux États-Unis ne veut casser les techs américaines. Donc, c'est probablement aussi, on sait qu'il y a eu quand même des inégalités qui ont été croissantes aux États-Unis, que les Mark Zuckerberg et autres, Jeff Bezos, etc., sont un petit peu les symboles de ces inégalités, des gens qui ont amassé des fortunes colossales, et quelque part, taper sur cette population, c'est un petit nombre assez restreint de personnes. Quand on regarde l'électorat de Donald Trump, on se dit que dans une période électorale, ça ne peut pas vraiment faire de mal. Donc, c'est vrai que peut-être le comparatif avec les banques est quand même plutôt bon, puisque alors Lehman n'est plus là. Mais il y en a encore plein d'autres. Oui, et elles se portent même très bien. On va le dire comme ça, en tout cas les banques américaines. La valorisation, quand on regarde les PER aujourd'hui, le Nasdaq reste encore, le Nasdaq Composite 100 reste encore sur des PER, je crois qu'on est à 23-24. Le S&P est encore sur des zones de 20, alors qu'on a un CAC à 14, un IBEX pour l'Espagne à 10, un DAX à 14. Donc malgré la grosse correction qu'on a sur les techs, on a encore des niveaux de valorisation qui restent élevés, donc qui montrent aussi que, on n'a pas tout jeté aux orties, si vous voulez. Donc bien sûr. Mais par contre, ce qui me fait quand même dire aussi une chose rapide, c'est que même si on lâchait encore 15%, 20% de plus sur le Nasdaq, ce qui serait une très grosse correction, on ne retoucherait pas pour autant des moyennes de prix 50 ou 100 mois. C'est-à-dire que ces moyennes de prix, la dernière fois qu'on les a touchées, c'était en 2010-2011. Alors d'autres gros indices les ont revus entre-temps. C'est le Nasdaq, c'est le seul gros indice qui n'a pas revu ses moyennes de prix depuis quasiment 8 ans maintenant. Oui, on ne sait pas si c'est rassurant ou inquiétant d'ailleurs. Ça veut dire en tout cas que ça a été payé et ça continue d'être payé pour l'instant. Pour l'instant, voilà, on tient en apesanteur toujours. On est toujours dans cette situation
là sur la tech, le Nasdaq américain. David. Mais finalement, ça va peut-être être l'occasion de regarder un peu les fondamentaux. Parce que, bon, avec de la tech, ce qu'on achetait, c'était plus des bénéfices, parce qu'il était déjà tellement valorisé que c'était assez phénoménal. Donc on était surtout sur du momentum. On achète ce qui a marché hier parce qu'on pense que ça va marcher demain. Mais le reste du marché, il y a quand même des bénéfices qui ont été revus à la hausse. Il y a une dynamique bénéficiaire qui est quand même très bonne, quelles que soient les différentes zones. On a des marchés qui ont quand même corrigé, donc on a le double effet ciseau. On a à la fois les prix qui ont baissé et les bénéfices qui ont été revus en hausse. On revient sur des niveaux de valorisation. Alors, pas partout, effectivement, il y a encore des segments de marché qui sont très chers, mais si on regarde l'Europe, si les bénéfices 2018 se concrétisent, ce qui est notre scénario chez Sanso, on va se retrouver sur un bénéfice, sur un PE à 13 fois les bénéfices. C'est la moyenne historique, alors que dans la moyenne historique, les taux d'État, les taux des emprunts d'État n'étaient pas au niveau où ils sont actuellement. Donc se dire juste on est revenu à la moyenne alors qu'on a des taux qui sont sur des extrêmes bas. Et qu'on a la perspective malgré tout d'un cycle de profit qui est pas encore terminé, qui est encore devant nous. Ah oui, tout à fait. Ouais. Bon, très bien, on marque une pause, on va célébrer la clôture ensemble dans un instant, un CAC qui perd 0,5%, mais bon, intéressant parce qu'on est revenu quand même de 5000, 5100, on est passé à 5250 cette semaine, 5251 points actuellement pour l'indice parisien. Que faire dans ces marchés? Le rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis qui devait être la vedette du jour, mais vedette qui lui a été volée par Donald Trump évidemment, mais nous on en dira quand même un mot. Que se passe-t-il sur le marché du travail américain? Est-ce que la job machine continue de tourner? Est-ce que les salaires sont au rendez-vous? Ça, c'est une question cruciale pour les marchés, et la clôture à suivre en Europe dans un instant. Fin de séance sur les marchés européens, fin de semaine encore agitée, mais semaine positive quand même. Il y a eu cette grosse séance de reprise. Alors ça s'est joué en quelques heures sur le marché américain. Nous, ça s'est joué sur la séance d'hier. C'est ça, on gagnait plus de 2,5% en Europe. La plus grosse séance de l'année, plus grosse séance depuis 2016 même, depuis juin 2016 sur le Stoxx 600 hier. Donc c'était quand même vraiment une reprise marquée. Ce soir, on va terminer tranquillement. Légère baisse pour les indices européens, moins 0,5% pour le CAC. Actuellement, 5251 points. Tiens, quelques commentaires. Alexandre Baradès, chef analyste chez IG avec nous en plateau, quelques commentaires techniques sur nos indices. Oui, je le disais quand même. Si on prend le CAC 40 ou le DAX, d'ailleurs, que vous aimez bien regarder, c'est l'indice allemand qui est l'indice de référence, on va dire, chez nous en Europe, l'indice qui est très traité par les investisseurs. On s'est quand même éloigné visiblement de zones de danger là, qui faisaient peur un peu à tout le monde, Alexandre. Oui, alors on s'éloigne de la zone de danger, mais si on regarde le dernier cycle, le sommet donc formé il y a quelques mois, la grosse chute donc du mois de février, la réplique en mars, et le marché est venu tester 2-3 fois une très grosse zone de support, autour de 11 700, 11 700, 11 800, c'est la zone à surveiller. Pourquoi? Parce que ça correspond au niveau de moyenne de prix 100 semaines, ce qui est une grosse moyenne de prix. Ça correspond à ce qu'on appelle un retracement de Fibonacci de tout le rallye 2015 à 2018. On est sur le 38,20, donc c'est un gros niveau technique pour beaucoup de gérants, d'investisseurs et même d'algo, c'est des niveaux particulièrement importants. Et vous avez d'anciens niveaux obliques qui passent par des points bas de 2012 et 2014 qui convergent pile à cet endroit-là, 11 700, 11 800. Donc vous l'avez dit, jusqu'à présent, dans le dernier retournement qui a surpris tout le monde il y a 48 heures, c'est fait sur ce niveau-là. Pareil pour le Dow Jones, pareil pour tous les indices. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que oui, pour l'instant, le niveau tient, mais ces rebonds, pour l'instant, on verra les jours qui viennent, mais ne permet pas de se rapprocher pour l'instant assez vite des sommets. C'est-à-dire qu'on rebondit, mais les grosses phases de rebond, pour l'instant, sont de plus en plus basses. Donc ça reste on rebondit de moins en moins fort, quoi. C'est voilà, ça l'idée. Pour briser ça, il faut qu'on remonte au-dessus de la dernière vague du premier choc de février. Une grosse vague qui s'est formée. Il faut au moins revenir au-dessus de ça, y tenir quelques jours pour avoir un sentiment qui change un petit peu. Tant que cette structure d'affaissement est en place, le vrai risque, c'est que quand on retombera à 11 700, comme c'est un gros niveau, techniquement en dessous, il n'y a pas grand-chose avant au moins 6% plus bas, le premier niveau. Et je crains que si on accélère après la longue phase de consolidation qu'on a là, si vous restez 2 mois dans une zone de conso, quand vous sortez, c'est que vous accélérez très, très puissamment la baisse. Vous pouvez avoir entre 10 et 15% de baisse supplémentaire. Et donc ça nous ramène aussi rapidement sur le CAC. Moi, le CAC qui commence à me gêner de plus en plus. Graphiquement, la zone n'est pas mortelle. 5250, c'est pile le milieu du range. 5005, voilà, c'est une zone médiane, donc on n'est pas loin des sommets. Mais le risque qu'on a sur le CAC, si on ne va pas très vite chercher les sommets, c'est-à-dire dans les quelques jours et quelques semaines qui viennent, c'est qu'on a ce qu'on appelle un rounding top qui se forme, c'est-à-dire un marché qui accélère régulièrement vers les 5500, qui n'arrive pas à accélérer vers les 6000 et qui progressivement commence à s'affaisser. Et si tous les indices s'affaissent au même moment, on connaît la suite. Et si les US font pareil, ça part. Donc c'est une zone qui me plaît de moins en moins parce que on n'arrive pas à s'en sortir.
et il faut être très vite revenir à ces sommets. Et plus on tarde à y aller, déjà je pense qu'il faut être prudent. Les schémas très bullish, moyen terme oui, mais court terme, je pense qu'il faut mettre vraiment la pédale douce sur les. Faire attention à tous les schémas, même à court terme. Il n'y a rien de très clair. Mais d'accord, mais le fait qu'on aille tester ces zones de résistance, on peut se dire tant mieux, on rebondit dessus. Vous dites attention, parce qu'on reste quand même assez près de ces zones-là, on a beaucoup de mal à revenir vers nos plus hauts, et donc c'est un marché qui s'affaiblit un peu là. On se extrait brutalement des supports, mais le suivi derrière ne dure pas. Donc il faut que ça dure au moins une bonne 2 semaines et qu'on s'extrait largement de ces niveaux-là. Signal clair, enfin envoyé par le marché, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, même si encore une fois on s'est un peu éloigné des zones de danger, avec un CAC 40 qui termine cette semaine à 5258 points en baisse de 0,35%. On a eu cette grosse séance hier où les indices européens gagnaient plus de 2,5%, donc qui nous fait une semaine positive, mais petite séance de baisse pour finir avec volume, mais alors quasi inexistant, moins de 3 milliards d'euros échangés sur le CAC 40. Ça montre vraiment, alors le marché très technique, les algos sans doute sont là tous les jours, mais alors les gérants, les investisseurs fondamentaux, les investisseurs finaux semblent un peu en manque de repères peut-être pour investir concrètement dans ces marchés. Donc, volume très très faible, petite baisse à l'arrivée pour le CAC. Bon, sur la séance, il n'y a pas grand chose à commenter, hein. Bon, on a racheté des valeurs un peu défensives, des taux qui restent quand même significativement bas en Europe notamment, donc ça profite à un certain nombre de valeurs, type Veolia, plus 0,9%. L'automobile aussi, hein, qui s'est quand même un peu redressé au cours de cette séance, c'est intéressant dans le contexte de risque de guerre commerciale. Peugeot reprend 0,45%, Valeo plus 0,37%. On voit Atos qui gagne 0,4%, Sodexo qui connaît vraiment des moments très difficiles en bourse depuis plusieurs trimestres, qui regrappille quelques points aujourd'hui, plus 0,4% pour Sodexo. Et puis à l'inverse, le pétrole Technip, qui était sous pression aujourd'hui un peu plus que les autres, moins 4% pour le titre. ArcelorMittal, moins 2%, le grand recul d'1,4%, et puis le secteur bancaire très faible, toujours avec ces taux qui restent significativement bas aux États-Unis, oui, bas aux États-Unis, mais surtout très très bas en Europe, enfin le 10 ans allemand, moins de 50 points de base là en fin de semaine, c'est quand même très très bas, et donc le secteur bancaire qui a été affecté. Crédit Agricole recule d'1,3% ce soir, BNP Paribas recule d'un peu moins de 1%. Le dollar en petite baisse, l'euro-dollar effectivement sous 1,23, 1,2271, et les indices européens qui terminent sur une baisse de l'ordre de 0,5%. À Paris, le CAC perd 0,35%, précisément 5258 points. BFM Business, Intégral Bourse, on refait la séance. Nos invités donc en plateau, Alexandre Baradez, IG, David Calfon, Sanso Investment Solutions, Florence Barjou, Lyxor Asset Management. Que faire dans ces marchés? Alors Alexandre nous a donné quand même quelques éléments techniques très intéressants. Vos commentaires, Florence, puis je voulais juste un mot quand même des fondamentaux de l'emploi américain, enfin ce qui n'intéresse plus personne, mais si on peut en dire un mot quand même. Mais les fondamentaux, ça reste très important, justement. Ouais. Et moi, je trouve ça intéressant ce que disait Alexandre, parce qu'effectivement on est venu rebondir sur des supports qui sont clairement, visiblement très bien établis. Si on casse à la baisse, je suis d'accord, ça peut aller chercher beaucoup plus bas, mais si on prend un peu de recul, moi ce que je trouve rassurant, c'est qu'au cours des dernières semaines, on a quand même eu 0 catalyste positif. Économie en ralentissement, risque de guerre commerciale, les scandales dans le secteur des valeurs technologiques, il n'y a pas eu un seul catalyste positif. Et en dépit de cet environnement défavorable, ces supports, ils ont tenu. Donc moi, j'ai envie de dire, oui, bien sûr, les incertitudes, elles sont présentes, il faut dimensionner les portefeuilles de manière à tenir compte de cette volatilité accrue. Mais si on a des catalystes qui reviennent, notamment avec la saison des résultats aux États-Unis, on peut quand même espérer au moins à court terme, je pense, un petit rebond. C'est ça, il faut sous un déluge de mauvaises nouvelles, les marchés finalement ont tenu. C'est ce que ils ont baissé, évidemment. Oui, on ne va pas dire que tout va bien, mais ces supports, ils ont tenu. On est en baisse, enfin là évidemment on est un peu revenu, mais on avait perdu à peu près 10%, on va dire, sur les marchés mondiaux entre le point haut et le point bas. Et depuis un mois, on n'a que des mauvaises nouvelles et les supports tiennent. On reste dans un schéma de correction de l'ordre de 10%, voilà, c'est ça. Pour l'instant, le scénario central, ça reste ça. Évidemment, le scénario noir, sa probabilité, elle s'est un peu accrue du fait de tout ce bruit qu'on n'arrête pas d'évoquer. Mais il y a quand même la saison des résultats aux États-Unis qui commence. La macro, vous vouliez parler du rapport emploi aux États-Unis. Oui. Mais ça tient quand même plutôt bien. Alors oui, effectivement, il y a un peu moins d'emplois créés qu'attendu, autour de 100 000. On attendait, je crois, 180. Mais je dirais, il faut quand même garder en tête que le mois précédent, l'économie américaine
combien 326 révisés à la hausse. 326 000. C'est un chiffre de dingue. Oui. Donc vous faites une moyenne sur les 2 mois, on est au-dessus de 200 000. Et sur les salaires, parce que finalement les créations d'emplois maintenant... alors les salaires, on est sur un rythme de oui. progression qui n'a surpris personne. D'accord. On est sur 2,7, c'est exactement ce qui était anticipé. C'est cohérent avec une économie américaine qui est au plein emploi. Et c'est vrai que là, ça c'était quand même un des risques que tout le monde avait en tête en début d'année. C'était un dérapage de l'inflation et une Fed hawkish, donc qui monte les taux plus rapidement que prévu. Ça, c'est un risque visiblement qui n'inquiète plus personne. Qui n'est pas le risque premier dans l'immédiat en tout cas. David, vos commentaires sur l'emploi si vous le souhaitez, et puis qu'est-ce qu'on fait dans ces marchés-là si on faut faire quelque chose. Alors juste sur l'emploi et sur les chiffres économiques, effectivement on a eu des chiffres qui sont un petit peu moins bons que ce que l'on attendait, mais attention, c'est de ce que l'on attendait. Oui. On attendait des choses très très bonnes. Donc quand je vois les chiffres des PMI en Europe et on nous dit oui, effectivement, ça va pas du tout parce qu'on n'est plus à 57, on passe à 55. Ça va, à 55 tout va bien. Ce qui va pas, et c'est là où je veux que vous nous expliquiez, ce qui va pas, c'est qu'on avait une accélération, alors des enquêtes, mais surtout une accélération de l'économie réelle, voilà, et que les enquêtes sont en train de nous dire cette accélération, vous l'aurez plus. Le marché, voilà, quand il y a l'accélération, très bien, on revient à quelque chose de plus stable, de plus neutre. La question suivante, c'est quand est-ce que ça va baisser. Alors Florence et puis David. J'ai un peu creusé ce point, parce que déjà sur les niveaux sur lesquels on est encore en phase de croissance. Bien sûr. C'est juste que l'accélération accélère moins. Vous voyez, mais il y a quand même encore une accélération. Et j'ai regardé les données d'enquête de confiance industrielle de la Commission européenne, parce que notamment, ils demandent aux entreprises quels sont les facteurs qui limitent votre production. Et là, c'est très intéressant parce que ce n'est absolument pas la demande. La demande reste très forte, mais notamment en Allemagne. Et ce qu'on voit émerger, c'est des contraintes en termes de capacité. Donc, capacité sur le marché du travail. Donc, il manque de travailleurs. Et capacité en termes d'investissement. Le taux d'utilisation des capacités productives en Allemagne, je crois qu'il est à 90%. Et donc, il y a aussi cette question-là, c'est est-ce que les PMI, est-ce que les enquêtes se tassent? Non pas parce que les choses ne vont pas bien, mais parce que... Mais ça peut être une situation inquiétante. Une contrainte en termes d'activité et en plus des pressions salariales qui vont arriver. Enfin, c'est... Oui, mais on n'a pas forcément le meilleur des mondes, là, non? Mais l'investissement, ça a été le grand absent de cette reprise. Oui. Et on peut reprendre, quand je dis de la reprise, avec un grand R, on peut revenir à la crise de 2008. Donc, toute cette reprise que l'on a eue sur les 10 dernières années, on a cherché où étaient les dépenses de CAPEX et on les a pas trouvées. Et effectivement, Florence le dit très justement, on se retrouve maintenant avec des taux d'utilisation des capacités qui sont très élevés. Oui. Et ce que l'on va avoir maintenant, c'est que avec une bonne tenue de la demande et une confiance qui reste quand même assez forte sur des niveaux très élevés, ça va entretenir la dynamique de l'investissement et en toute logique, ça doit soutenir le cycle. Et c'est d'ailleurs pour cela que le FMI, pour la zone euro, nous a dit il n'y a pas si longtemps que ça que la croissance économique ne retrouvera son potentiel qu'en 2019. Donc ça veut dire que jusque-là, on n'est pas encore au potentiel, qu'on a encore du chemin à faire. Et même que ça pourrait être la phase vertueuse finalement de l'expansion exactement. Qu'on connaît. Donc là, pour le moment, on est un petit peu en train de réagir enfin selon des logiques économiques, je dirais, classiques. David, gardez la parole puis on marquera une pause. Qu'est-ce qu'on fait dans ces marchés-là? Il y a deux solutions, soit qui sont à deux extrêmes, et ça dépend vraiment de la philosophie de l'investisseur. Soit vous devenez très tactique et très réactif, mais auquel cas, il faut surtout garder en tête d'être contrariant, parce que sinon, si à chaque fois que ça monte, on commence à acheter, c'est déjà trop tard, donc on se prend la baisse du lendemain. Sur un jour, donc voilà, exactement. Donc c'est pour ça, il faut être extrêmement réactif et surtout... Ou entre minuit et 1h du matin, quand ça baisse. Voilà. Et surtout contrariant, c'est-à-dire qu'avoir une stratégie d'allocation d'actifs où dès que le marché retrace, on se positionne à l'achat. Voilà, donc ça peut être un style. En mode trading, quoi, en logique de trading. Bon. Après, il y a une autre optique qui est une optique que l'on favorise chez Sanso, c'est de se replier sur des thématiques. Et des thématiques, nous on parlait de l'investissement socialement responsable, mais il y a les enjeux de développement durable qui nous donnent certaines thématiques qui vont dépasser tous les enjeux de cycle économique. Qu'il y ait guerre commerciale ou pas entre les États-Unis, on a des trucs quand même là, des thèmes sur lesquels on peut... Oui.